Et commençons tout de suite avec la partie action. Et je suis ravi d'accueillir Virginie Maisonneuve avec nous en visioconférence, directrice monde des investissements actions d'Allianz Global Investors. Bonjour et bienvenue Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous. On a encore tous en tête ce mois d'octobre qui restera comme un mois très positif pour les indices actions, partant des points bas qu'on connaissait évidemment fin septembre. Quels sont les enseignements à retirer de ce mois d'octobre sur le plan de la dynamique des marchés et sur la manière dont cette hausse action s'est produite, Virginie? Oui, en fait, c'est vraiment un mois exceptionnel parce que c'est le plus grand rebond au niveau mensuel depuis 1976, je pense. Donc c'est quand même important. Et je pense qu'en fait, on a une espèce d'habitude à ces politiques monétaires et en même temps une impression d'arriver bientôt à un point d'inflexion et une phase de transition. Et en fait, ce point d'inflexion est le moment où les taux, la remontée des taux, ou la perception de la remontée des taux passera de 75 points de base aux États-Unis à 50. En fait, aussi probablement une attente que les données économiques, si vous voulez, commencent à se détériorer rapidement. Et dans ce cas-là, ce qui est bad news is good news. Donc les mauvaises nouvelles seraient des bonnes nouvelles dans la mesure où cela indiquerait un ralentissement des resserrements monétaires. Alors bien entendu, il faut réfléchir à ça, parce qu'on peut avoir en effet ce rebond temporaire, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a toujours devant nous des resserrements monétaires, particulièrement si on croit que la Fed se concentre sur le taux de chômage et bien entendu l'inflation, qui sont eux des lagging indicators, mais en effet, l'économie américaine est toujours assez résiliente. Par contre, quand on voit les leading indicators, on voit qu'on a quand même des indices économiques qui sont en baisse. Si on regarde les inventaires, si on regarde le marché immobilier, si on regarde le resserrement en général de la masse monétaire qui est très important. Donc c'est une période transition, une période charnière. Transition égale volatilité continue, Virginie, parce que effectivement c'est toujours compliqué. Alors les investisseurs ont l'habitude de cette logique, vous l'avez dit, bad news is good news. C'est la récession la plus attendue de l'histoire, la plus espérée même de l'histoire selon certains. Est-ce que cette équation est valable dans le temps, ou est-ce qu'il faut quand même à un moment faire attention à la dégradation économique conjoncturelle, ne serait-ce qu'en termes de profits réalisés par les entreprises, parce que ces profits-là, ils ont continué de progresser encore, au moins jusqu'au troisième trimestre de cette année 2022, et on reste en termes de taux de marge sur des niveaux exceptionnels. Exceptionnel, exactement. Donc la volatilité, à mon avis, va se poursuivre, en effet. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas investir dans les marchés, parce que volatilité, qui dit volatilité, dit aussi opportunité, et aussi un besoin de construire les portefeuilles de manière très rationnelle et diversifiée. Mais si on pense aux trends qui sont structurels au niveau de l'emploi, par exemple, et des participations, on a avec des sociétés vieillissantes, on a des trends qui vont à l'encontre de ce que veut faire le Fed pour augmenter le taux de chômage, pour essayer d'améliorer, si vous voulez, ou de relaxer un petit peu ces tensions qu'on a dans l'économie. Donc on a un trend à court terme, un trend à long terme. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est possible que le resserrement monétaire doive se poursuivre un petit peu plus longtemps que le marché ne l'espère en ce moment, même si on arrive à des taux, des augmentations de taux qui seront moindres que 75 points de base. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en effet, on doit avoir un ajustement au niveau des profits des sociétés qui, à mon avis, ne sont pas encore reflétés dans les chiffres pour 2023. On risque d'avoir des valorisations en baisse pour certaines sociétés qui sont injustifiées, et c'est à ce moment-là l'opportunité pour se positionner sur le long terme, le moyen terme, et au moins à 12 à 18 mois. À propos de valorisation, Virginie, alors l'investisseur action aime l'idée de la croissance, l'idée de la disruption, et donc l'investissement technologique dans la thématique tech est évidemment une grande partie de l'investissement action. En tout cas, ce le fut dans la décennie et le cycle précédent. Je ne veux pas résumer l'investissement dans la tech à l'investissement dans les GAFAM au sens élargi du groupe, Virginie, mais c'est quand même ce qui s'est passé, en tout cas en masse, au cours des
10 années qu'on vient de vivre jusqu'à l'année Covid. Est-ce qu'il y a là un cycle qui se referme effectivement pour ce groupe de valeurs qu'on a appelé les GAFAM, mais encore une fois, c'est un groupe qu'on peut élargir au-delà de ces seules 5 sociétés. Et qu'est-ce qui va guider l'investissement dans la technologie pour les prochaines années, si ce n'est plus le cycle GAFAM+? Voilà, ça c'est très important. Je pense qu'il y a plusieurs, encore une fois, tendances qu'il faut regarder. La première, c'est qu'à long terme, on a une tendance où la technologie, particulièrement quand on inclut l'intelligence artificielle, la robotisation, etc., devient complètement centrale à tous les secteurs de l'économie. Et c'est ce que j'appelle, moi, le darwinisme digital. C'est-à-dire que les sociétés qui ne peuvent pas se mettre dans cet environnement et utiliser la technologie pour moderniser leur modèle, pour être beaucoup plus compétitifs, vont perdre énormément. Ce trend-là, cette tendance-là, elle a commencé il y a pas mal de temps, elle continue, elle va s'intensifier et elle s'applique aussi à la compétitivité, j'allais dire, géopolitique. Et on le voit très bien avec ce qui se passe en Chine. Bien entendu, la deuxième tendance qui est de dire qu'avec des taux qui étaient très très bas, il y a eu beaucoup d'argent qui pouvait s'investir sur du très long terme parce que les gens n'avaient pas de retour au niveau des taux d'intérêt, si vous voulez. Maintenant que l'argent a un coût again, money has a cost again, eh bien, les barrières pour les nouveaux projets, les barrières, les demandes des investisseurs vont être beaucoup plus élevées. Donc, on va avoir une différence énorme entre les sociétés tech qui sont profitables, qui ont vraiment des business cases et modèles qui sont valides et testés, et les autres. Et en fait, on a donc une fragmentation du secteur tech et en même temps une expansion du secteur tech à une application à l'économie globale, si vous voulez. Donc c'est ça qu'il faut voir quand on sélectionne les sociétés. Et ça se passe, comme on dit, dans tous les secteurs, dans tous les pays. Et c'est très, très important. Et je pense qu'en effet, la tech a une place à avoir, une bonne place dans les portefeuilles pour les 5 prochaines années. Et l'innovation technologique, la disruption technologique de demain, est-ce qu'elle peut encore être portée par des entreprises du cycle passé, Virginie? Parce que les GAFAM sont très profitables, hein, y a aucun doute là-dessus, et le fait que le marché redonne du prix à la valeur temps, c'est pas quelque chose qui va déstabiliser le business de ces entreprises. Mais sur le plan boursier, est-ce qu'il y a la fin d'un leadership, d'une période bénie de surperformance pour ces valeurs? Alors, je crois en effet qu'on va avoir des diffusions, c'est-à-dire qu'on va avoir des new leaders qui vont s'appliquer aux 2 grands thèmes dont je viens de parler, avec des nouvelles valeurs qui vont venir. On va avoir des valorisations sur les grandes sociétés qui risquent de revenir, mais en même temps, ce qui va créer le test, c'est vraiment leur vision à comment pouvoir s'adapter, étant déjà très large, à des nouveaux environnements. Alors, si on voit par exemple les résultats qui ont été faits, qui ont été donnés récemment, et les déceptions au niveau de la publicité digitale, ça c'est peut-être un nouveau trend. Bien entendu, ça peut être lié au Covid, mais au lockdown, mais en même temps au confinement, mais en même temps ça peut être lié à d'autres éléments. Et en fait, c'est cette adaptation qui est très importante. Si on regarde les tendances coûts aussi, avec le coût des nuages pour les données qui baissent très rapidement. En même temps, le besoin pour les sociétés d'avoir beaucoup plus de logiciels, d'avoir beaucoup plus d'effectiveness ou de productivité, si vous voulez. Tout ça, ce sont des trends qui sont sous-jacents. Et je pense que, bien entendu, si on est une petite société et qu'on saisit ces tendances à profit, on va avoir un plus grand impact. Mais en même temps, ces grandes sociétés ne sont pas perdues parce qu'elles peuvent en bénéficier. Il faut juste avoir la bonne stratégie, la bonne vision. Quand vous regardez l'Europe sur le plan des valorisations boursières, Virginie, alors avec une faiblesse en absolu de la valorisation du marché européen et une décote historique peut-être par rapport à la valorisation du marché américain aujourd'hui, est-ce que cette faiblesse de la valorisation boursière en Europe est suffisante pour que les investisseurs se réintéressent à cette zone géographique ? Oui, alors je crois en effet qu'on a des valorisations très attirantes en Europe, mais on a aussi des risques très importants. Comment gérer la crise énergétique?
comment gérer la crise énergétique au niveau de l'énergie elle-même, mais au niveau de la collaboration, la coordination avec les autres pays d'Europe. On a vu des tensions, par exemple, entre certains pays qu'on n'avait pas vues depuis pas mal de temps. Est-ce que cela va créer des fractures, des disruptions qui vont continuer? Donc ça, ce sont des questions, et bien entendu l'impact de la montée des taux et des devises. Donc en fait, encore une fois, ce concept de transition et de point d'inflexion est très important parce que si le resserrement monétaire américain a suffisamment d'impact, qui est beaucoup plus large que ce qu'on a vu dans le reste du monde, étant donné les montants monétaires qui ont été mis en place par les États-Unis pendant le Covid, si ce resserrement en fait diminue bientôt, mais a créé suffisamment de resserrement dans le monde entier, ce qu'on voit par rapport au dollar, est-ce que ça peut aider les autres nations ou les autres banques centrales à resserrer un petit peu moins? Donc ça, c'est une question qui est très importante, ce point d'inflexion, cette transition. La question énergétique, la question de collaboration et bien entendu l'impact sur les périphéries. Pour moi, c'est toujours trouver les sociétés qui vont en effet se qualifier au niveau global, au niveau local et qui vont donner plus que ce que les gens, les investisseurs espèrent au niveau des profits et qui ont des valorisations attirantes. En fait, c'est ça. Donc, c'est un travail de fond au niveau de chaque société. Un mot pour finir, peut-être des émergents, au regard des critères que recherchent les investisseurs aujourd'hui. Est-ce que la poche d'investissement actions émergentes peut apporter de la surperformance en 2023? Est-ce que c'est une poche d'investissement d'ailleurs qu'on a envie de faire grossir aujourd'hui, Virginie? Ça, c'est intéressant parce que je crois vraiment qu'on n'a plus d'asset class qui s'appelle marché émergent. Je crois qu'on a différents pays. On a la Chine, on a les pays producteurs de denrées, de commodities ou de denrées alimentaires, etc. Et on a les autres qui ont ou des bonnes situations financières ou des situations financières très très délicates comme la Turquie, etc. Donc en fait, ce n'est plus un bloc. Au niveau de la Chine, moi je pense que le risque est sous-évalué. Il y a une tendance pessimiste générale. Bien entendu, jusqu'à mars 2023, la clarification au niveau de l'impact du NPC, donc du congrès du parti, ne sera pas entièrement claire, mais on sait quelles sont les grandes tendances. La prospérité commune, l'innovation, technologie, nouveaux champions industriels, robotisation, technologie, renouvellement, energy, renewable energy, etc. Donc ça, on le sait. Et les valorisations, là encore, sont très basses. Au niveau du Mexique, par exemple, on a aussi un appel au niveau de la collaboration avec les États-Unis. Les États-Unis qui ont une économie jusqu'à maintenant qui est plus performante et plus forte. Donc on a aussi un modèle assez attirant et en plus au niveau des commodities. Donc en fait, ce que je pense qu'il faut voir, c'est vraiment chaque pays. La Thaïlande est aussi intéressante et peut-être Taïwan. Le marché des semi-conducteurs a été tellement battu qu'à un moment, étant donné la tendance dont j'ai parlé du darwinisme digital, c'est bien entendu le pétrole de la technologie. Donc à un moment, à mon avis, le marché trouvera un point bas. Mais bien entendu, il faut être patient. Donc les marchés émergents, oui, mais pas en un bloc. Merci beaucoup Virginie. Merci pour cet éclairage action dans Smart Bourse à la mi-journée. Virginie Maisonneuve, directrice monde des investissements actions d'Allianz Global Investors.